Je suis Martin Lacour, avocat et médiateur. J'accompagne les entrepreneurs et directeurs juridiques dans la négociation de leurs accords avec leurs partenaires commerciaux, clients et associés. Vous suivez l'émission Samedi Live, qui a pour ambition de faciliter l'accès des entreprises aux droits et aux solutions négociées. Le concept est simple. À chaque émission, 5 minutes pour acquérir de savoir-faire ou savoir-être grâce au conseil opérationnel d'un expert et un entretien de 30 minutes avec un acteur innovant qui répondra à toutes vos questions. Bonjour à tous et bienvenue sur Samedi Live, l'émission destinée à faire connaître les innovations en matière d'accès aux droits et d'accès aux solutions négociées. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Étienne Appert. Bonjour Étienne. Bonjour Martin. Qui va nous parler de facilitation graphique, d'accompagnement par le dessin, un sujet passionnant et qui a peut-être beaucoup de liens avec la médiation. On aura l'occasion d'en reparler tout de suite après. Mais tout de suite, je vous indique quand même qu'Étienne est l'auteur d'un ouvrage que vous connaissez peut-être tous, Penser, dessiner, révéler. C'est un ouvrage qui est très connu de tous les gens qui s'intéressent à la facilitation graphique. Et nous allons aussi avoir Céline Bérard-Bondou pour sa dernière chronique sur LinkedIn. Bonjour Céline. Bonjour Martin, bonjour Étienne. Avant-dernière chronique, Martin. Avant-dernière chronique, excuse-moi Céline. Écoute, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Céline d'ailleurs ? Je vais vous parler d'optimisation en fait sur LinkedIn et vous montrer plein d'exemples. Eh bien, je pense que c'est le moment, donc je lance tout de suite ta chronique. Merci Martin. Alors, je vous prends la main pour le partage d'écran. Hop. Merci Martin. Est-ce que tu peux partager mon écran ? Alors, en principe, il est affiché là. Alors, est-ce qu'Étienne peut confirmer et je démarre ? Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Donc, on y va pour les 5 minutes live, donc LinkedIn. Comment utiliser LinkedIn à son avantage ? Alors, LinkedIn, tout d'abord, c'est un fabuleux outil qu'on utilise, bien sûr, pour développer et construire sa notoriété, surtout pour se créer une image de professionnel expérimenté. On peut y montrer ses compétences, être efficace, son efficacité. On peut attirer sa clientèle également, et puis on peut fidéliser ses clients et ses prescripteurs. LinkedIn, ce n'est pas un répertoire de contacts, ce n'est pas un curriculum vitae, même si on s'en sert aussi pour y afficher son CV, et même si les recruteurs utilisent beaucoup LinkedIn pour recruter leurs candidats. C'est un outil qui est vraiment puissant, qui vous construit et vous permet de vous développer. Souvenez-vous, je le dis, je le répète, je le re-répète, vos clients sont sur LinkedIn et vos concurrents aussi d'ailleurs. Et si vous ne faites rien sur LinkedIn, si vous êtes juste présent, eh bien c'est simple, vos concurrents vous en remercient. Alors avant de créer un post, demandez-vous pourquoi vous créez ce post. On n'écrit pas pour soi, on écrit dans un objectif donné. Donc, j'ai déjà fait quelques minutes sur le sujet. Je vais pas revenir dessus. Demandez-vous en quoi le post va intéresser votre réseau. Et puis, qu'est-ce que vous souhaitez obtenir ? Ne publiez pas pour publier. Et puis, suivez les résultats. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer quelques exemples concrets que je suis allée prendre sur le net pour performer et se construire sur LinkedIn. Alors, le premier exemple, moi, je vous conseille d'afficher vos valeurs. Il faut qu'au travers de LinkedIn, on comprenne bien qui vous êtes. Et ici, il y a un post qui renvoie vers un article qui dit « Accordez-vous une journée intouchable par semaine ». La personne qui a publié cela en mettant « excellente idée », elle véhicule déjà le fait qu'elle prend soin d'elle, qu'elle aime prendre soin, qu'on prenne soin de soi.
mais également, elle véhicule des valeurs, elle est attachée aussi à cette partie bien-être dans la vraie vie. Ensuite, interpeller. Ça, c'est un post que j'ai trouvé cette semaine et j'ai trouvé très intéressant. Le titre, vous préférez un PAX ou une taxe? Le droit fiscal est hyper bienveillant avec les couples paxés, voire plus. Bien évidemment, vous allez voir plus, tout simplement parce que il y a eu l'impact. On se dit, bah, bien évidemment, je préfère un PAX, c'est pas une taxe. Mais le sujet peut porter à réflexion. Et l'objectif derrière, c'est de montrer que vous connaissez votre sujet. C'est important. Et donc, ça vous permet de montrer vos compétences et d'exister autrement sur le web. Interpeller pour qu'on vous lise et montrer que vous connaissez un sujet. Là, j'ai pris un autre exemple, c'est un avocat qui publie un salarié peut-il être licencié pour avoir fait un croche-pied. Bon, il n'a que des postes qui sont très impactants comme ça. Et tout de suite, on est capté, on va lire l'article qui est lié et c'est important. Et l'image qui en ressort, comme il passe régulièrement dans le quotidien de son réseau, eh bien, il s'installe dans ce quotidien. Et si on doit chercher un avocat dans sa matière ou recommander un avocat, on pense à lui tout de suite. C'est assez incroyable LinkedIn pour ça. Ensuite, soyez innovant en message privé. Alors là, j'ai vraiment masqué tout. C'est une société en fait qui publie, donc c'est un lien sponsorisé, donc ils ont payé pour arriver dans une boîte mail. Et donc ils disent, ils posent une question, cher maître, souhaitez-vous de nouvelles propositions de dossiers? Oui, non, pas pour le moment, j'ai déjà trop de dossiers. Eh bien, c'est clair et à mon avis, c'est efficace. Après, chacun ses questions, chacun ses réponses pour pouvoir obtenir donc les bons clients qui derrière. Ensuite, interroger pour échanger avec vos clients. Là, récemment, j'ai lancé donc un sondage. Peut-on, en cette période de crise sanitaire, se passer de LinkedIn pour développer son activité? Bien évidemment, à la fin du sondage, on a les réponses par catégorie et vous voyez qu'il y a 10 votes pour on peut développer avec LinkedIn pour l'interrogation, donc l'effet surprise, 21% quand même. J'ai les noms, bien sûr, puisque c'est moi qui ai lancé le sondage, donc LinkedIn me donne les noms des personnes à qui je vais envoyer les résultats du sondage et proposer d'échanger sur le sujet pour, bien évidemment, essayer de voir s'ils souhaitent développer plus leur activité avec cet outil. Autre sondage, Martin, je suis allée puiser dans tes sources. Donc, c'est bien de faire un sondage pour ensuite annoncer un événement en ligne. Donc, le direct d'aujourd'hui, tu l'as amorcé par un sondage. Le dessin permet d'aider un entrepreneur qui souhaite soit développer un projet, résoudre un conflit, les deux réponses ou autres. Et donc, les deux réponses précédentes sont à 75%. Donc, c'est bien aussi quand vous avez un événement, quelque chose, de l'introduire avec un sondage. Et puis, soyez efficace dans vos messages. Là, j'ai mis deux infographies très différentes. Martin, j'ai encore puisé dans les tiennes, où là, relancer son activité grâce aux aides à l'embauche d'alternance. Donc, tu as parlé de l'apprentissage ou de la professionnalisation. L'objectif, c'est de simplifier vraiment les choses, qu'on comprenne tout de suite. Et ça apporte énormément de résultats. Je vois que tu as 11 515 vues du post, c'est énorme. De l'autre côté, un autre cabinet d'avocats qui fait un warning sur les heures de délégation et qui dit tout simplement non, un délégué syndical ne peut pas déclarer et se faire payer en heures de délégation syndicale le temps passé hors de l'entreprise pour aller retrouver son perroquet en fuite en dehors de sa cage. Avec l'arrêt de cour de cassation, c'est suffisant, on le voit, on le comprend. Et donc, là, j'ai pris deux avocats, mais j'aurais pu prendre d'autres métiers. Les avocats en question sont perçus comme des avocats accessibles. Et ça, c'est important. Quand vous recrutez, mais faites-le savoir, là, c'est un avocat qui recrute un collaborateur. Déjà, on vous aide à recruter, mais aussi vous faites passer le message que vous êtes potentiellement en développement puisque vous recrutez. Et ça, c'est important. C'est aussi un moyen d'être plus visible
et de de se développer. Donner du contenu, là j'ai pris un exemple dans un groupe BNI où chaque semaine, ils publient en fait à l'issue de leur réunion eh bien, le pitch du conférencier. Et donc là, on a des sujets qui sont vraiment très très intéressants et qui font que derrière, eh bien, ils obtiennent soit des clients directement, soit des personnes qui viennent visiter, soit des personnes qui sont intéressées par le sujet. Alors, menez aussi une action qui amène à regarder votre profil. Martin, je suis à l'épuiser encore et encore chez toi, où là, bah, tu poses une question, tu fais un sondage, mais plus de la même manière. Tu demandes une réponse sous forme d'émoticônes, les émoticônes de LinkedIn, et donc en message privé. Ça veut dire que euh, ça va booster ta publication. Je ne sais pas combien tu as eu de vues sur ce quiz, mais ça doit être important. Et c'est efficace pour qu'on aille voir ton profil. Donnez-vous plus de visibilité de temps en temps quand vous le pouvez. Et là, j'ai pris l'exemple de Samedi Live de la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière d'ailleurs, il y a 3 mois. Je le reconnais Nadine, donc ça m'a perturbée. Et par contre, de l'autre côté, voilà, on retrouve le replay directement. Donc en fait, tu annonces, tu donnes le replay et tu es encore plus visible, tu apportes en plus de la matière. Et donc, il faut capitaliser là-dessus, définir une stratégie comme tu l'as fait pour être plus visible et apporter du contenu. Et puis, capitaliser sur ce que vous faites. Revivez la dernière émission de Samedi Live. Ben là, tu capitalises aussi sur ce que tu as fait. Alors, montrez aussi votre engagement pour certaines causes. Moi, je suis très attachée à la cause de Cécile Janson, qui est une ancienne nageuse qui a failli rester paralysée et qui a développé toute une méthode pour ceux qui ont un problème de dos. Et donc, je suis attachée, je le dis en mon réseau et j'envoie le lien qui là est vers les vœux de Cécile, où elle rappelle un certain nombre de choses. Bien sûr, on s'engage à condition que ce soit positif ou constructif sur LinkedIn, puisque tout notre réseau nous voit. Donc, il n'est pas question de s'engager dans le négatif. Voilà, et puis soyez innovants pour être plus visible. Là, il y a 2 quiz faits par Martin à la cour. Donc avec 10 000 vues et 3 905 vues pour l'autre. Donc c'est important. Et puis affirmer votre image. Moi, ça c'est ma manière de communiquer. J'ai choisi d'interpeller essentiellement les avocats, les notaires, les experts comptables, mais également les entreprises, et de faire passer un message qui capte tout de suite l'attention. Et souvent, on m'envoie des invitations et on me dit, on aime bien votre manière de communiquer. Et donc, voilà, je me construis par rapport à ça. C'est un vrai choix, c'est une stratégie de développement. Chacun peut avoir sa propre stratégie. Donc, montrez la dynamique dès que vous pouvez, dès qu'il y a des photos, et bien là, le nombre de vues va s'envoler. Et puis, moi, je vous propose de réaliser tous des vidéos. Pourquoi? Parce que la vidéo a un impact beaucoup, beaucoup plus important. C'est essentiel. Les vidéos doivent avoir un petit peu moins d'1 minute si possible, mais surtout ne pas être trop longues. Et si elles sont beaucoup plus longues, c'est à vous de capter l'attention pour qu'on reste jusqu'au bout. Voilà, parlez de vous. Là, c'est un cabinet qui déménage. Toutes les occasions sont bonnes pour qu'on vous voit et que vous rentriez dans le quotidien de votre réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on pense à vous, on vous recommande, ou alors vous construisez votre notoriété et on va vous identifier comme un professionnel brillant dans un domaine donné. Voilà, donc et vous, qu'allez-vous mettre en place cette semaine? 5 minutes, c'est court, Martin. J'espère avoir apporté un petit plus avec cet échange encore aujourd'hui. Pour ceux qui veulent se donner les moyens de performer, j'ai un atelier le 25 mars, donc jeudi de la semaine prochaine, de 15h à 19h, et un le 10 mai de 9h à 13h. Et on trouve toutes les informations sur mon site activesync.fr ou par téléphone. Je suis toujours très heureuse d'échanger avec vous
sur tous les sujets du développement commercial. Martin? Merci beaucoup Céline. Eh bien, on va pouvoir maintenant, c'est presque, tu nous as fait une super transition puisque le sujet, je ne savais pas, mais on va pouvoir continuer par les dessins et images, mais avec un professionnel qui ne fait que ça, de l'accompagnement par le dessin, Étienne Appert, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Je lance le générique et on se retrouve tout de suite. Si le générique veut bien partir. Étienne Appert, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je vais rappeler pour tous ceux qui prennent l'émission en route que tu es... Ah bah, décidément, l'affichage, voilà, va vouloir bien se faire, voilà. Que tu es aujourd'hui graphique, comment tu te définis? Moi, je me définis avant tout comme auteur-dessinateur et comme accompagnant par le dessin, la facilitation graphique étant une des modalités. Il y en a 1000 aujourd'hui. Donc, je dis accompagnement par le dessin. Accompagnement par le dessin, donc accompagnant par le dessin. Alors, j'ai noté que tu avais été 15 ans consultant, c'est bien ça? En fait, 10 ans consultant et après, je suis entré chez un de mes clients et donc j'ai été pendant 4-5 ans aussi en management de manager. Voilà. Management et ensuite management de manager, d'accord. Et donc, tu t'es toujours intéressé à la vie de l'entreprise et tu faisais du dessin en parallèle, c'est ça? Exactement, exactement. C'était vraiment une passion depuis toujours. J'avais aussi, au début des années 2000, j'avais été marqué par les cartes mentales de Tony Buzan, qui était le premier qui m'a fait comprendre que je pouvais utiliser le dessin que je pratiquais en bande dessinée pour le plaisir. Il m'avait fait comprendre que je pouvais l'utiliser pour prendre des notes en réunion, pour rassembler mes idées sur un sujet, que le dessin pouvait me servir à penser mieux. J'avais pas du tout l'idée à ce moment-là, oui, que ça pourrait être un métier. Et ça se passait très bien dans mon activité professionnelle, mais voilà, moi c'est vers 36 ans, je me suis dit, mais en fait, si je veux pas me taper la fameuse crise à 40 ans, là, tout à coup, de me dire que j'ai pas fait ce qu'il fallait, en fait, ce que j'ai vraiment envie, c'est de dessiner. Donc je me suis lancé vraiment au départ sans savoir du tout quelle forme ça allait prendre. D'accord. Et donc là, ça fait plus de 10 ans maintenant que tu fais ça à temps plein, à 100%, c'est ça? C'est ta seule activité? Oui, 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 c'est ça, oui, oui, tout à fait, en mélangeant un travail d'édition, d'auteur de bande dessinée et d'auteur de livres, d'illustrateur de livres, et puis de l'accompagnement en live dans des Alors, organisations. ouais. Oui, c'est vrai que tu as c'est quand même assez large ta palette d'intervention. Je vais montrer peut-être parce que tout le monde ne fait peut-être pas le rapport. Donc, tu es notamment l'auteur de Rivière d'encre. Et dans cet ouvrage, tu t'interroges, enfin, tu me diras si c'est bien, si j'ai bien compris, mais tu t'interroges sur pourquoi on dessine, essayer de revenir aux origines aux raisons. C'est philosophique comme ouvrage, même si c'est sous forme de roman graphique. C'est ça. En fait, c'est vraiment. Alors là, c'est un livre dans lequel je m'accompagne moi-même par le dessin. Ça commence avec un petit enfant qui vient me voir comme un petit prince et qui me dit mais pourquoi tu dessines? Donc il représente un peu une dimension de moi-même. Et j'utilise le livre, moi, pour creuser ça. Et donc je vais voir du côté de la mythologie, je vais voir du côté de grands dessinateurs que j'interviewe, du côté de ma famille, et puis tout ça après créer une petite mythologie personnelle. Et en fait, c'est un livre qui typiquement prend place dans un espace mental, qui est celui de ce que j'appelle la rivière d'encre, et qui est en fait mon espace intérieur. C'est toujours cet espace à partir duquel on peut s'accompagner, accompagner les autres par le dessin, l'espace mental. D'accord. Et alors, donc, je pense qu'on a compris comment toi, tu en es venu au dessin, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui voudraient suivre ton parcours, ou en tout cas développer évidemment, avoir leur propre destin, mais devenir eux aussi accompagnateurs par le dessin, quelle est la formation qu'il faut suivre? Comment on devient accompagnateur par le dessin? Alors,
Ça a beaucoup changé depuis 10 ans, parce que alors moi, quand j'ai démarré il y a 10 ans, enfin voilà, je me suis lancé, moi en pensant juste faire du dessin, ça n'existait pas, hein, ce métier-là. Et puis je suis allé proposer dans des boîtes, leur dire, ah tiens, je pourrais traduire en dessin des choses que vous dites. Et des clients m'ont dit, ah mais oui, on a entendu parler, ça s'appelle du graphic recording, ça vient de la Silicon Valley, mais c'était vraiment un truc très très lointain qui est arrivé. Donc j'ai dit, oui, oui, bien sûr, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, alors vraiment, en 10 ans, c'est intéressant d'avoir vu un territoire émerger où vous tapez formation, facilitation graphique, il y a 10 000 formations au Sketchnote, facilitation graphique, mind map, scribing. Tout ça, c'est des mots barbares pour désigner le même genre de pratique. Hein. Mais en fait, après, vous pouvez le faire par vous-même. Enfin, moi, j'ai pas suivi de formation pour ça. Hein, mais en gros, il y a deux grands volets. Il y a le volet d'apprendre à dessiner, mais il n'y a pas besoin forcément. On peut démarrer très vite en faisant des bonhommes patates à qui on donne des sourires, en utilisant des symboles, etc. Si on veut pratiquer de façon un peu costaud, pour s'amuser, pour aller plus loin, évidemment, c'est intéressant d'apprendre à dessiner peu à peu, hein, de peu à peu donner plus de corps à ces images. Et puis, il y a l'autre versant, c'est que quand on accompagne par le dessin, en fait, il faut que le crayon aille vite, parce que l'esprit, il est centré sur le contenu, sur quelles sont les idées clés, qu'est-ce qu'il faut que je... Qu'est-ce qui demande à être reflété par le dessin. Et donc là, alors ça dépend complètement des contextes, mais on peut apprendre en regardant une émission comme celle qu'on est en train de faire. Vous voyez, vous prenez un carnet là tout de suite, et puis vous dites c'est quoi les idées clés, enfin voilà, qu'est-ce que je voudrais retenir, qu'est-ce que je voudrais en effet avoir en effet miroir, et donc vous allez extraire des idées clés, puis vous demandez mais quelle forme, pour moi c'est lié à quelle image, et peu à peu en fait ça va se faire comme ça. Après je vais très vite, hein, on peut rentrer beaucoup plus dans le détail évidemment. Oui, alors justement, je sais, moi je t'ai découvert par cet ouvrage, Penser, dessiner, révéler, qui est un ouvrage qui est beaucoup conseillé à toutes les personnes qui se mettent à la facilitation graphique. On voit très souvent dans les commentaires, les forums, c'est vraiment, il est tout le temps dans la liste des 2 ou 3 ouvrages qu'il faut avoir. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu expliques que donc chacun peut s'y mettre, en tout cas pour dessiner pour lui-même, et ça peut aider chacun à cheminer déjà dans sa propre pensée, c'est ça? Oui, absolument. Il y a vraiment. J'ai eu la chance la semaine dernière, enfin il y a pas longtemps, là, d'interviewer Scott McCloud, qui est un des pontes américains de la bande dessinée théorique. Et en fait, dans la discussion, je voyais que lui, il en était à dire que si l'espèce humaine veut survivre, il faut qu'elle devienne beaucoup plus intelligente, et que le dessin est une façon de devenir plus intelligent. Alors, je ne sais pas si j'irai aussi loin que lui, mais d'une certaine façon, je disais un peu la même chose dans Penser, dessiner, révéler, c'est-à-dire que on a besoin, dans un monde complexe, on a besoin d'outils d'intégration de la connaissance, en fait. On a besoin d'une pensée qui soit capable de mettre en lien toutes les informations qu'on capte ici et là. Et pour ça, le langage linéaire est un peu piégeant. Parce que, donc, en fait, dans penser, dessiner et révéler, finalement, le chaînon manquant. Alors là, je n'ai pas entendu le chaînon. Souvent, c'est le dessinat que tu voulais expliquer. Il y a eu une coupure, je n'ai pas entendu le... Pardon. Je te demandais si ce que tu as voulu exprimer par cet intitulé, c'est le fait que dessiner, finalement, c'est le chaînon manquant pour révéler la pensée. Est-ce que c'est ça simplement l'idée, ou est-ce que ou est-ce qu'il y a plus à dire là-dessus? Tout à fait, je ne l'aurais pas pensé comme ça, mais je trouve ça très juste. Oui, tout à fait, qu'il y a quelque chose pour révéler, en fait, révéler quoi? Révéler des représentations mentales, en fait, révéler des tas de choses qui sont en deçà du langage, mais qui sont en fait des liens, des images, des perceptions de champs de force, de champs d'énergie qu'on ressent, et à partir desquels on parle des choses. Mais le fait de tout à coup les dessiner, ça amène à matérialiser ces liens entre les éléments d'une situation. Alors évidemment, moi, quand je t'entends, je fais des parallèles et des analogies avec le métier de médiateur, puisque le médiateur, son premier but, c'est de renouer le dialogue entre 2 personnes, et que ça passe par un travail qui se fait sur de l'écoute active, par de la reformulation, par un questionnement. Donc ça m'amène forcément à te poser voilà, cette analogie que je relève moi.
y compris d'ailleurs dans le champ lexical que tu emploies. On a l'impression que tu es un médiateur quand tu parles. Est-ce que du coup, ta posture, c'est quoi dans ce cadre-là, quand tu interviens pour accompagner par le dessin? Imaginons, donc tu interviens, par exemple, un consultant intervient dans une société parce que il y a un nouveau manager voilà, ou simplement pour développer un projet. Toi, tu interviens en tant qu'accompagnateur par le dessin. Et quelle est ta posture, quelle est ta mission et comment tu fais les choses? Alors, il y a mille situations, 1000 cas différents, mais alors, moi, ce qui m'intéresse, parce que dans ma première vie, j'étais dans la situation du consultant qui accompagne, qui pose les questions, tout ça, et mon choix, ça a été vraiment de faire autre chose, quoi. C'est pas pour redevenir un consultant qui ferait son métier qu'à moitié que je suis devenu dessinateur, quoi. Donc, quand j'interviens en tant que dessinateur, accompagnant par le dessin, je suis vraiment concentré là-dessus. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre, un accompagnant, un médiateur éventuellement, même si ça ne s'est pas encore posé, mais quelqu'un, voilà, en position d'accompagnement qui gère la relation, qui gère le groupe si on est face à un groupe. Et moi, je suis dans cette position très particulière d'être un témoin complètement silencieux la plupart du temps, qui juste écoute et très très concentré sur tout ce qui se dit, extrait ce qui lui semble être vraiment des éléments révélateurs, les modélise, les transpose pour pouvoir les dessiner, dessine tout en continuant à écouter. Et puis à des moments clés, on va se tourner vers moi, soit au hasard, soit on s'est un peu mis d'accord pour que moi mes idées soient à peu près mises en forme au moment où on va me donner la parole. Et puis là, je fais un effet miroir. Donc, je suis tout à fait dans ce que. À un moment, il m'est venu que ça pouvait s'appeler de l'écoute graphiquement active, hein, pour faire un lien avec ce dont tu parlais. C'est-à-dire que c'est la posture silencieuse d'abord. Le fait que j'écoute, je sens bien que ça change, hein, l'ambiance. Que quand les gens se tournent vers moi, je sens bien qu'en fait, ils n'avaient pas oublié que j'étais là, quoi, hein, voilà, l'observateur modifie la chose observée. Mais ensuite, mon outil, c'est la reformulation dessinée. Donc, j'essaie vraiment de ne pas amener mon monde. Je ne suis pas là pour faire le malin en faisant un beau dessin, même si j'essaie de faire un dessin qui valorise ce que les gens ont dit, mais c'est pas, voilà, il y a vraiment dans la posture quelque chose d'être complètement au service de ce qui se dit, le plus possible de retraduire ce que j'ai entendu en captant beaucoup les métaphores qui sont souvent les portes d'entrée vers le subconscient, enfin ce qui est vraiment sous la discussion rationnelle. Voilà, tout à coup on parle d'un serpent de mer, on parle d'une tour d'ivoire, on parle de ah tiens, ça me dit quelque chose. Et puis aussi en faisant le lien avec l'écoute active, j'ai réalisé qu'il y avait un aspect dans l'écoute active, je crois qu'on insiste aussi sur le fait de poser des questions, d'être celui qui chemine en faisant poser des questions. Et j'ai réalisé en faisant ce lien-là que c'était aussi quelque chose de très important quand on accompagne par le dessin, que ma reformulation ne ferme pas le sujet. C'est-à-dire, ce qui peut être tentant quand on démarre, c'est-à-dire j'ai fait une magnifique synthèse, donc avec un A4, ça y est, tout est dit, quoi. Et donc je prends la parole et puis après les autres, bon, du coup on peut aller boire un café parce que tout est dit. Donc je me suis rendu compte peu à peu, là, par la pratique, que c'était vraiment important que je garde en tête que ça doit être un support qui donne envie d'aller plus loin. Donc là aussi, il faut qu'il y ait une part de mystère, une part d'ouverture, quelque chose qui pousse les gens à aller plus loin. On retrouve donc le questionnement ouvert qu'on connaît en médiation notamment. Donc il y a vraiment beaucoup de parallélisme. Donc ce que tu appelles les métaphores, tu nous donnais l'exemple, c'est la personne qui mentionne le fait que quelqu'un reste dans sa tour d'ivoire ou que la société est une usine à gaz ou ce genre de choses, c'est ça? C'est ça, ça peut être parfois plus physique. Voilà, il y a un manager, ça m'avait frappé, c'est un manager qui démarrait un séminaire de 2-3 jours avec son équipe en disant bon, on est là pour lever la tête un peu. Et voilà, vous voyez, ça passe très très vite dans son exposé. On est là pour lever la tête, puis hop, là, personne n'a remarqué. Puis moi, je suis là pour entendre ça. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est là pour lever la tête, mais ça veut dire que d'habitude, alors on a la tête baissée. Du coup, quand je fais ma reformulation, je leur dis voilà, mais je fais vraiment l'idiot. Hein. Je dis voilà, vous avez dit ça, moi ça m'étonne. Donc j'en déduis que d'habitude vous êtes la tête baissée, donc je dessine des gens qui ont la tête baissée. Et puis du coup, c'est à travers cette métaphore-là de la tête baissée, qui est une métaphore, en vrai, ils n'ont pas la tête baissée, mais c'est une métaphore qui en fait en dit beaucoup sur tout ce qu'ils ont sur les épaules. Alors du coup, je leur dis
c'est à travers cette métaphore que j'écoute ce qu'ils ont dit. Donc je vais dire, bah, sur les épaules, j'ai entendu qu'il y avait des alertes de clients, des trucs. Donc évidemment, mais en même temps, d'avoir la tête baissée, bah, vous cognez dans les murs. Et c'est ce que j'ai entendu à travers tel projet ou tel autre. Et du coup, ça devient, ils se rendent compte en fait de l'énormité de la métaphore qui était passée toute seule, mais qui en fait en disait très long sur l'ambiance. Donc le dessin, est-ce qu'on peut dire que le dessin permet parfois un passage du subconscient ou de l'inconscient au conscient et à l'expression, à l'exprimer? Ben, je crois, oui, peut-être pas l'inconscient, mais oui, le subconscient. Et un signal de ça, un signal qui me dit que c'est arrivé, c'est le rire en fait. Très souvent, quand je présente ces reformulations, les gens sont morts de rire. J'ai devant moi des salles, j'ai l'impression d'être Gad Elmaleh, là, de faire un show. Alors que si jamais le soir, j'essaie de raconter la même chose à ma compagne en lui disant ah j'ai été hyper drôle aujourd'hui, ça la fait pas du tout rire parce que en fait c'était pas drôle. En fait, ce qui était drôle, c'est pour les gens, c'est tout à coup de réaliser l'énormité de ce qu'ils avaient dit et voilà ce qui les a fait rire, c'est le passage du subconscient au conscient. Et donc le rire pour moi est un indicateur que tiens, il y a quelque chose qui s'est passé là. Et alors, dans le métier d'avocat, un des buts d'avocat, ça devrait, mais c'est surtout de médiateur. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas pour les avocats. Dans le métier de médiateur, on essaye souvent, les clients arrivent avec déjà sur des positions. Donc, je veux 200 000 euros, il n'aura rien, je vais la signer, il ira en prison. Enfin bref, voilà, ce genre de position. Est-ce que toi, et donc l'idée c'est que le médiateur fait passer les personnes de ces positions à l'expression de Ah, de nouveau il y a une coupure. Besoin en reformulant ces émotions. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que toi, en tant qu'accompagnant par le dessin, tu reformules par le dessin des positions ou des besoins, des émotions sur lesquelles les gens peuvent rebondir ou qui les aident à cheminer éventuellement dans leur pensée? Oui. Alors, je ne vais pas forcément, ma porte d'entrée, ça ne sera pas forcément de me dire il faut que j'attrape son besoin ou son émotion. Mais comme je vais retraduire ce qui se dit, si effectivement ce qui se dit, c'est quelqu'un qui est en train de dire voilà, moi je veux ça, bah, je vais à un moment, naturellement, je vais dire bah, tiens, j'ai entendu telle position et peut-être je vais dessiner une espèce d'échiquier. Dire voilà, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. Et puis je vais dire voilà, le premier, je vais dessiner la bulle de tout ce qu'il a en tête, l'autre en prison, le truc, voilà. Et puis de l'autre côté, tout ce qu'il a dans la tête, bah, c'est l'autre qui est en prison. Et on va bien voir sur le dessin que les deux positions sont aussi antagonistes que le noir et le blanc et que ça peut pas. Voilà, je vais peut-être faire je sais pas quoi, des pièces de puzzle dont je comprends pas comment elles peuvent s'avancer tellement elles n'ont pas de rapport l'une avec l'autre. Enfin, voilà, mais je vais essayer le plus possible que ça vienne pas d'une idée préconçue de ils vont avoir des positions anthroparrêtées et donc il va falloir que je les fasse sortir de leur position arrêtée. Il faut vraiment que je sois dispo à ce qui se passe. Et s'il se passe des positions arrêtées, naturellement, c'est ce que je vais reformuler et naturellement, je vais les amener probablement à chercher plus loin. Donc ça peut passer par tourner la caméra, quoi. C'est-à-dire dire voilà, pour l'instant, il y a telle bulle qui a l'air d'être vraiment ancrée dans le sol là, mais peut-être que si on met la caméra, si on regarde à un autre endroit, par exemple, souvent je dessine à l'intérieur des gens ce qui se passe en eux, parce que ça tout le monde comprend, quoi, qu'on dessine le corps, et puis tout à coup à l'intérieur, il y a une blessure ou un désir ou une peur ou quelque chose. Le fait, ça c'est vraiment un langage universel, on comprend tout de suite s'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, on comprend là, que ce dont il est question, c'est plus de la pensée pure. Voilà, mais après je vais essayer d'attraper les métaphores, quoi, vraiment de ce par quoi ils vont exprimer leur peur. D'accord. Et donc ton dessin peut les interroger, ouvrir le champ des possibles et les amener à cheminer, c'est ça, à ne pas rester justement sur ce qu'ils connaissent déjà d'eux-mêmes en fait. Ben, oui, c'est vraiment le but. Alors après, moi, j'ai pas travaillé vraiment dans des contextes durs de médiation pour l'instant. Je pense que c'est des choses, là, c'est des pratiques qui vont se développer de plus en plus. Mais oui, j'ai découvert avec l'annonce du live qu'en effet, ça va se développer et qu'il y en a qui planchent déjà dessus. On a vu certaines réactions. Apparemment, il y a plusieurs médiateurs qui ont déjà recours à des accompagnateurs par le dessin comme toi.
Donc, je suis persuadé que ça va se développer. C'est en train apparemment déjà de se développer. Donc, je pensais avoir une idée, je pensais être précurseur en la matière. Et comme toujours, on s'aperçoit toujours que les idées, en réalité, sont dans l'air. Elles n'appartiennent à personne et à tout le monde. Il faut simplement savoir les voir et les attraper au bon moment. Donc, mais c'est très intéressant aussi, et ça c'est formidable grâce aux réseaux sociaux, parce que sinon je ne me serais jamais aperçu que cette idée, apparemment, certains s'en sont déjà emparés et sont en train de la travailler. Alors, pour aider les médias à cheminer, mais aussi comme technique d'impact, c'est-à-dire comme catalyseur pour accélérer la prise de conscience, donc le passage de, peut-être pas l'inconscient, mais du subconscient, en tout cas au conscient, et gagner du temps dans une médiation grâce au dessin. Et le temps étant de l'argent, je suppose que ça peut intéresser beaucoup, beaucoup de gens, notamment des entreprises qui sont prises dans des conflits larvés et qui, par l'intervention d'un médiateur et d'un facilitateur par le dessin, pourraient arriver à ébaucher des solutions en gagnant beaucoup de temps et en passant pas des mois ou voire plus en négociation. Donc ça peut être, c'est vraiment une piste à creuser. Oui, sans faire une solution magique, moi je pense qu'il y a un aspect simplement où le dessin est un médiateur en soi, c'est-à-dire le fait que tout à coup la problématique soit plus du côté d'une personne ou du côté de l'autre, mais soit sur la table, sur un papier, en soi c'est déjà une médiation en fait, c'est déjà une façon de créer de la médiation, de faire sortir chacun, de désidentifier chacun par rapport à sa problématique. On la regarde ensemble. C'est intéressant d'ailleurs que tu mentionnes le mot magique, parce que moi je trouve que dans la vie, il y a deux choses magiques. Le dessin, j'ai toujours trouvé ça magique, et la médiation. Quand on assiste à une médiation ou quand on prend part à une médiation, très souvent on trouve ça magique, parce qu'il y a des moments où les nœuds se dénouent, évidemment. Il y a des choses qui se débloquent d'un coup, des revirements très inattendus, et ça a un côté magique comme le dessin, justement, presque fascinant. C'est vraiment, il y a de grandes similarités, je trouve, dans ces deux approches. Alors, je voulais te poser la question parce que j'ai vu aussi, d'ailleurs, j'ai vu et j'ai lu notamment ton ouvrage, enfin, alors, donc l'ouvrage que tu as illustré, puisque Frédéric Laloux, qui est l'auteur du best-seller Reinventing Organizations, qui est vraiment très, 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 très connu, tu as eu l'opportunité de préparer l'illustration de l'édition suivante. Donc, c'est la version trait. Et alors là, je trouve ça hyper intéressant aussi d'en parler. Plus récemment, d'ailleurs, tu en as fait un autre. Alors, celui-là, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Je l'ai, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Mais la perma-entreprise, donc je pense que ça va être passionnant aussi comme sujet. Sylvain Brezard. Alors, Sylvain Brezard... Il y a une coupure pour moi. Erol et Reinventing Organization, c'est aux éditions Diathéno, c'est ça, hein, ouais. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ces ouvrages, c'est comment tu travailles avec ces auteurs. Parce que, donc, par exemple, avec Frédéric Laloux, il avait déjà écrit un bouquin qui est très, très long. J'ai la version texte pur. Voilà, voilà, c'est dense. Comment il a fait? Il te dit, prends ce qui te semble important et mets-le en illustration, et on fait des allers-retours comme ça entre nous. Comment ça s'est passé? Alors c'est vraiment la collaboration avec Frédéric Laloux la plus poussée, la plus passionnante, et c'est génial parce que le résultat, effectivement, moi, il m'a embarqué dans une aventure qui fait un livre qui est traduit en 12 langues dans le monde entier. C'est un peu incroyable. Mais effectivement, Frédéric m'a tout de suite dit, écoute, l'idée, tu vas pas illustrer mon bouquin actuel. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on reconstruise complètement un livre ensemble, et puis en discutant. Alors au départ, il m'a dit, écoute, tu as mon bouquin, tu as des conférences, vas-y toi d'abord, commence. Et donc je lui ai proposé des choses, des scènes de bande dessinée, des illustrations, tout ça, en disant moi voilà ce que ça m'inspire. Puis lui du coup s'est mis à écrire des petits textes, tout ça, puis on a fait connaissance un peu comme ça. Et puis peu à peu on s'est dit l'idée, ça sera de dire par le texte ce qu'on peut dire mieux par le texte, et on dira par l'image tout ce qu'on dit mieux par l'image. Et donc à partir de ce principe-là, tout à coup ça peut devenir de la bande dessinée, tout à coup ça peut être un schéma, tout à coup c'est un texte, tout à coup voilà. Et il y avait énormément d'allers-retours dans les deux sens en fait. C'est-à-dire que lui, bien sûr, je lui ai envoyé des dessins, il me disait non ça me va pas, ça. Il était beaucoup
il avait une exigence de clarté très grande, donc c'était passionnant de bosser avec lui, parce que vraiment, il fallait qu'on comprenne exactement l'idée clé. Pour moi, c'était un très bon partenaire, vous voyez, comme au tennis. Voilà, il renvoyait la balle avec un bon niveau, donc je savais qu'il fallait à la hauteur. Et puis, il m'autorisait aussi, et ça c'était passionnant, à ce que le dialogue soit dans les deux sens, c'est-à-dire que parfois je réagisse aussi à ces textes. Par exemple, s'il donnait des tas d'exemples, il avait fait une première partie où il décrivait un changement révolutionnaire que je trouve absolument passionnant, de comment on peut aller vers des organisations complètement différentes. Et puis tout à coup, il avait un chapitre où il disait concrètement ce que vous pouvez faire. Et il commençait en disant des choses assez concrètes, mais forcément qui étaient des petites choses, qui étaient tiens, faire venir des enfants, faire venir des animaux, mettre à la poubelle les objectifs, tout ça. Et à chaque fois, en même temps, en ayant vécu en entreprise, je me rendais compte déjà de ce que ça changerait si on faisait ça. Et je me disais, c'est pas, les gens vont se dire, c'est pas à la hauteur du changement que tu annonces. Et il le savait très bien, mais sauf du coup, je lui ai répondu par un dessin en faisant un patron qui a un chien qui lui bave sur les genoux, qui avec un bébé qui a jeté ses objectifs et qui dit bon, bah, alors, quand est-ce que mon chiffre d'affaires va augmenter? C'est-à-dire qu'il en fait est toujours dans l'ancienne logique en ayant fait tout ça. Et du coup, voyant le dessin, il dit ah bah oui, d'accord, je vais rajouter. Et hop, il a rajouté la suite en remettant en perspective ce qu'il venait de dire. Donc c'était vraiment passionnant dans comment le dessin et le texte pouvaient dialoguer pour créer quelque chose qui nous paraisse convaincant à tous les deux. Et alors, est-ce que ça lui a permis parfois justement de l'interroger lui-même, et est-ce que ça l'a aidé à cheminer, à préciser sa pensée, voire même à en changer, ou en tout cas à aller plus loin sur certains points au cours de ce travail? Sur un exemple comme celui que je viens de dire, on pourrait peut-être dire ça. Après, je ne vais pas prétendre quand même, il avait écrit son bouquin, je ne crois pas que ça ait changé sa perception de ce qu'il avait lui-même écrit avant, mais j'espère oui, que ça l'a aidé à clarifier les représentations mentales qui allaient derrière, en fait. Ce qu'on a travaillé ensemble, c'est des représentations mentales. C'est vraiment se donner forme, rendre visible ce qui était encore invisible, c'est-à-dire oui, des représentations mentales qui étaient associées, des archétypes associés à chaque niveau de conscience dont il avait parlé. Merci beaucoup, Étienne. Est-ce que Céline, tu avais une question pour Étienne avant que je passe aux questions de l'audience? Ah, on n'a pas le... Céline, on ne t'entend pas. Ça y est, me voilà. Moi, j'ai entendu qu'on pouvait se former, mais tout le monde n'est pas dessinateur et tout le monde n'a pas cette capacité, cet esprit de synthèse, cette capacité à identifier les points importants. C'est plus qu'une formation au dessin, tout ça, on est d'accord? Oui, alors effectivement, le bouquin s'appelle Penser, dessiner, révéler, parce que la pensée est largement aussi importante que le dessin. Oui, L'aspect synthèse, effectivement, qui se travaille, hein, mais c'est en soi tout un... Et bon, on a plus ou moins une fibre pour ça. Le dessin, c'est drôle, parce qu'il y a vraiment des croyances par rapport au dessin. En gros, on est convaincu que soit on est des dessinateurs, soit on l'est pas. Alors, il y a cette formule, vous voyez, quand on voit que vous savez dessiner, on vous dit... oh, qu'est-ce que tu as de la chance de savoir dessiner. Moi, voilà. Mais comme si, vous voyez, si on vous voyait jouer au tennis, on venait vous voir et puis on dit oh, qu'est-ce que tu as de la chance de savoir jouer au tennis. Moi, je sais pas. C'est vrai. C'est absurde. Je sais jouer au tennis parce que je me suis entraîné, en fait. Vous voyez. Donc, en fait, c'est la même chose. Quelqu'un qui a envie de se mettre au dessin. Après, on n'est pas tous destinés à être champion du monde de tennis. On n'est pas tous destinés à devenir Léonard de Vinci. Mais franchement, pour la pratique dont je parle, n'importe qui a vraiment envie de s'y mettre et de pratiquer peut faire des choses très intéressantes, quoi. Bon, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est très bien dans l'ouvrage, c'est qu'il est destiné à tous les niveaux et à tous les publics, que ce soit une personne qui veut juste s'y mettre, qui est débutante et qui s'intéresse à la chose et qui veut le faire pour elle, pour son plaisir personnel, et jusqu'à la personne qui veut en faire son métier. Absolument. Et puis après, je vais même jusqu'à dire que pour l'instant, dans la façon dont on aborde ces métiers, on en est encore au balbutiement et que je pense que ça peut aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Donc il y a aussi, voilà, qu'est-ce qu'on va inventer demain. Il faut à la fois démocratiser, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de gens qui se sentent l'autorisation de faire ça et qui se lancent. Il ne faut pas que cette démocratisation nivelle par le bas, vous voyez, façon réduire la pratique à faire des petits résumés avec des bonhommes patates. Ouais. Voilà, moi, je crois vraiment à l'émergence d'une discipline. J'ai envie de contribuer à ça. Ouais. Bon, c'est très intéressant. Moi, je file à la FNAC juste après l'émission. Donc, il ferme là.
Ce qui me fait penser à une question, c'est finalement, les outils techniques permettent des choses merveilleuses, mais ça ne remplacera jamais le fait qu'il faut se former à ces compétences. Sinon, on peut avoir le meilleur outil technique du monde. Et je le dis parce que je le vois souvent dans mon secteur, des professionnels qui disent oui, j'ai des super outils. Oui, d'accord, mais il faut aussi se former à ça, sinon l'outil ne sert à rien. Enfin, voilà. Absolument, absolument. On voit bien de toute façon que là, que les fabricants de tablettes, tout ça, ont développé partout des stylets, tout ça. Donc ils sentent bien qu'il y a quelque chose à faire avec un stylet, et les outils ouvrent plein de possibles qu'on n'avait pas avant. Mais une fois que j'ai le stylet en main, quand même, il y a bien qu'est-ce que je vais tracer, quoi. Hein. Donc on en revient aux compétences de base. Ben, merci beaucoup, Étienne. Je lance le générique des questions et on se retrouve tout de suite après. En priorité les questions qui sont posées en direct, mais il y a beaucoup de questions qui ont été aussi posées avant le live et on pourra en traiter peut-être quelques-unes. On a Anne qui nous demande en direct, en termes de métaphores visuelles, est-ce qu'il est tentant des fois d'illustrer quelque chose qui t'est apparu mentalement mais qui n'a pas été explicitement cité? Oui, alors là, c'est vraiment... effectivement, ça c'est toute la tambouille de ce qui se passe dans la tête quand on est en direct et qu'on dessine. Donc vraiment, ma pratique le plus possible, c'est de coller à ce que disent les gens, aux métaphores qu'utilisent les gens. S'ils parlent de pompiers, je vais dessiner des pompiers, voilà. Après, je ne peux pas faire autrement aussi que d'avoir ma propre banque d'images. Et puis même si je dessine un pompier, ça sera le pompier que j'ai en tête, ça ne sera pas forcément le pompier que les gens avaient en tête. Enfin, donc je me souviens, j'avais fait de la PNL il y a longtemps, il y avait une notion qui m'est restée, je n'ai pas gardé beaucoup de choses, mais il y avait une notion qui était de distinguer le tri sur soi ou le tri sur l'autre et d'être centré sur soi, centré sur l'autre. Ça veut dire je peux faire du tri sur l'autre, c'est je pars que de ses métaphores à lui et je m'interdis complètement d'amener mon monde. En dessin, c'est difficile parce que ça va quand même être mes images. Donc le plus possible, je fais du tri sur l'autre, mais par moment, je vais amener ma banque d'images à moi. Si j'ai l'image d'un arbre parce qu'il est question de croissance, même s'il n'a pas été question d'un arbre, je vais dessiner un arbre avec des racines. Voilà. Par contre, je vais être absolument centré sur l'autre, c'est-à-dire toutes les métaphores que j'utilise, c'est au service du processus que je sens. Et c'est pas pour me faire remarquer parce que je fais un beau dessin, parce que voilà, c'est vraiment être centré sur l'autre, c'est être centré sur le besoin de la personne ou du groupe que j'accompagne. Et je pense qu'avec cette distinction, on arrive à utiliser ses propres métaphores au service d'une dynamique qui peut-être, dans laquelle peut-être ça n'avait pas été énoncé. Et d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas peut-être insisté dessus, mais tu as bien parlé d'écoute graphiquement active et du fait qu'il ne s'agit pas d'interpréter ou de juger ce que tu entends, mais d'essayer d'être le plus fidèle possible pour aider la personne à cheminer. Donc c'était peut-être aussi ça le sens de la question. Tout à fait. Voilà. Donc, Anne nous a posé une autre question justement. Ouais. Anne nous demandait aussi quelles sont tes sources d'inspiration pour les métaphores visuelles, BD, mythologie, archétypes jungiens, veille, je pense, non, vieille iconographie, type tarot, pardon. Oui, ça peut être en ce moment sur les réseaux, de temps en temps, je m'amuse à redessiner des tarots. Ça peut être aussi une référence à ça. Et oui, je vais chercher partout. Le tarot, par exemple, vous voyez, on peut l'utiliser. Moi, je ne l'utilise pas du tout avec l'idée d'un outil de divination ou je ne sais pas quoi. Mais c'est un modèle anthropologique, en fait, passionnant, visuel, quoi. Dessiné, c'est des cartes dessinées dans lesquelles les dessinateurs de l'époque ont essayé de représenter 21 figures humaines, figures de la condition humaine dans lesquelles on peut se retrouver pris. Et c'est des images très parlantes, très fortes pour parler d'écrire des moments particuliers dans lesquels on peut se trouver. Donc oui, moi, j'ai beaucoup étudié par période l'alchimie, effectivement, les archétypes jungiens, tout ça. J'ai fait à une époque une psychanalyse jungienne, ça a aidé, enfin voilà, les rêves, j'ai analysé les rêves. Donc j'ai ce background-là et il est très précieux. Mais en fait, il est là à disposition, mais j'essaie surtout pas de ramener ma science quand je suis. Voilà, si les gens parlent,
s'il parle de RP22 et de l'ERP, qui est du système de gestion qui est passé, bah, je vais dessiner, par contre, je vais le dessiner en montrant vraiment que je ne sais pas ce que c'est que le RP22, et donc ça va devenir une mythologie qui est la leur, quoi, hein, qui est celle de trucs un peu bizarres, de monstres. Donc, je ne sais pas trop à quoi il ressemble, mais c'est avec ce qu'ils me disent. Hein. S'ils me disent c'est une pieuvre, bah ok, le RP22 c'est une pieuvre, ok. Voilà. On avait une question aussi qui est revenue à plusieurs reprises, de savoir si tu donnes des formations pour les gens, quel que soit leur niveau, qui souhaiteraient devenir accompagnateurs par le dessin. Alors, bah en fait, non. Je fais des conférences de temps en temps. Ça m'est arrivé très ponctuellement dans des contextes vraiment où j'étais accueilli par un collectif qui avait déjà, à partir du bouquin, fait plein de trucs. Je me disais, bon, là, quand même, je vais. Mais en fait, j'ai envie de pratiquer. Moi, j'ai senti un moment, au moment où je sortais le bouquin, j'avais un boulevard pour faire plein de formations, mais j'ai senti si je fais ça, je vais plus dessiner, je vais plus. Moi, j'ai envie d'être un pratiquant, j'ai envie d'être sur le terrain, et donc je ferai peut-être plutôt à un moment un deuxième bouquin si ça voilà, si ça se présente. Mais il y a plein de gens qui font des formations et je sens pas que ça soit moi ma vocation de faire plein de groupes. Donc je suis désolé, mais par contre, il y a vraiment il y a beaucoup de choses de très bonne qualité. Et puis moi, mon livre, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dedans. J'ai une conférence aussi en ligne qui reprend un peu les mêmes idées, mais pour aller plus loin. Je poste des choses sur mon blog. Voilà, j'essaie de donner de la matière, mais non, pour l'instant, je donne pas de formation. Il y avait une question aussi sur le travail en fait entre confrères ou entre enfin le travail que peuvent mener tous les facilitateurs ou les accompagnateurs par le dessin. Et ça, moi j'y ai pensé aussi quand tu disais tout à l'heure, quand tu parlais du fait que ça avait été finalement dans l'air et que toi tu avais développé quelque chose mais qui existait aussi aux États-Unis et voilà. Est-ce qu'il y a des échanges réguliers, une conférence là-dessus chaque année ou comment ça se passe? Est-ce que chacun développe sa méthode de son côté ou voilà? Non, il y a pas mal de choses. Alors moi, honnêtement, au moment du livre, là, j'en ai profité pour aller rencontrer tous les gens. J'avais envie justement de partager sur les méthodes. Ça m'a passionné de voir ce que les uns et les autres font. Après, je suis pas très très actif, mais il y a des réseaux alors de praticiens visuels. Ça a différents noms, mais il y a des réseaux de praticiens visuels à l'échelle française, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Il y a des échanges. Donc c'est très facile de se connecter. De se connecter à toutes sortes de réseaux là-dessus. Il y a beaucoup de partage. Moi, c'est par vague, en fait. Il y a des moments où j'ai besoin d'aller. Tiens, un petit bonjour de Kabylie. Ben, salut. Oui, alors on a beaucoup de bonjours, mais il ne faut pas aussi que les gens hésitent à poser des questions. On a beaucoup de bonjours, donc ça nous fait très plaisir. Oui. Bonjour à tous, mais n'hésitez pas à poser vos questions aussi en direct lors de chaque émission. C'est vraiment fait pour ça. Ah ben, un super compliment sur ton livre, apparemment. Merci. Voilà. Bah, alors là, de toute façon, l'émission arrive à son terme. Je vais donc vous rappeler que si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter aller consulter ton site web, peut-être déjà tout simplement. Je vais afficher le titre. Normalement, sur l'écran devrait s'afficher le titre de ton ouvrage Penser, dessiner, révéler. Donc Étienne Appert, édition Erol. Et plus d'informations sur ton site web, Étienne. Je vous invite beaucoup aussi à aller lire cet ouvrage Rivière d'encre qui est sorti il y a un an, c'est ça, en plein dans la crise. C'est ça, il est sorti juste avant le Covid, donc c'était pas vraiment le moment pour sortir un livre. Donc oui, c'est bien qu'on en reparle, parce que c'est un livre. Eh ben oui, c'est le moment. Si vous voulez avoir un livre très intéressant sur l'interrogation pourquoi les hommes dessinent, pourquoi on a ce besoin de dessiner finalement dès le plus jeune âge, puisqu'un enfant, dès qu'on lui donne un crayon, il a tout de suite envie de crayonner. Il n'a pas forcément envie d'écrire ou de faire d'autres choses, par contre, mais dessiner, c'est quelque chose qu'on a envie de faire dès le plus jeune âge et qui est chez chaque être humain présent. Donc c'est vraiment très très intéressant et un ouvrage qui est accessible pour beaucoup de publics. Il y a vraiment différents niveaux de lecture. C'est très, très, très documenté, mais ça peut aussi se lire de façon très agréable pour passer un bon moment. Donc, c'est vraiment un ouvrage très intéressant. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup. Et merci aussi, Céline. Merci à Merci toi, beaucoup Martin. d'avoir été présente.
J'espère que la qualité de retransmission a été bonne parce que je suis en direct de ma voiture de location à Marseille en 4G. Mais voilà, bienvenue dans ma vie d'avocat / médiateur. Je vous remercie tous et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Samedi Live a pour ambition de vous informer sur les innovations facilitant l'accès aux droits et aux solutions négociées. Si vous souhaitez en savoir plus ou avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre un rendez-vous directement sur le site de mon cabinet. Si vous avez aimé cette émission et souhaitez soutenir cette initiative, merci de liker, partager et commenter sur tous vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez également tous les bonus de l'émission sur mon compte Instagram, @maître Lacour.